Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard road this. Et bonjour à tous, ici Souda pour une nouvelle vidéo sur les Vikings. Alors on est tous un peu excités par Assassin's Creed Valhalla qui sort dans quelques mois. Donc si vous voyez cette vidéo plus tard, vous pourrez toujours l'utiliser en appui. L'idée ici c'est de aborder quelques points qui me tiennent un peu à cœur au niveau du monde viking et qui sont pas souvent pris en compte par mes collègues qui parlent souvent sur le sujet. Tout d'abord, je vais pas faire chronologiquement toute l'histoire, ni parler de tous les héros vikings, etc. C'est pas forcément très intéressant, et puis vous avez beaucoup de gens qui le font déjà. L'idée pour moi, c'est de vous présenter l'esclavage, et la place des femmes dans la société. Donc, petit rappel des Vikings. Les Vikings étaient là bien avant le 9e siècle. Charlemagne en avait déjà rencontré, il y avait déjà eu des affrontements. On a très peu d'écrits, on a très peu de traces. Mais voilà, il faut savoir que c'était en place. Les raisons des raids vikings, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. C'est pas seulement la soif de l'or. La soif de l'or, c'est quelque chose qui est présent, qui est attesté, il n'y a aucun souci, mais il y a aussi d'autres motivations. On parle de motivation psychologique, une recherche de soif de gloire, de soif d'or, de soif d'aventure, de soif de gloire, je l'ai déjà dit donc je le répète. Mais il y a aussi une idée plus sociale. Il y a des conflits entre l'aristocratie rurale et l'armée, et les militaires et les hommes d'armes. Donc voilà, ça crée des tensions, et la meilleure façon d'y remédier, c'est de partir en raid. Oui, les aristocrates vikings existaient. Les aristocrates, ce ne sont pas seulement ces mecs. Ce ne sont pas seulement ces mecs, ok? On arrête de croire que dès qu'on parle d'un aristocrate, c'est un mec avec un chapeau. Hein, voilà. Le monde viking, il y a une supériorité militaire. Pourquoi? Alors, au niveau de l'équipement, il n'y a pas une grande différence entre le viking de l'époque, le franc de l'époque et le saxon de l'époque, qui sont les trois ennemis, on va dire. Ils utilisent tous le même équipement. Par contre, le viking, lui, il a un bateau, un tout petit bateau de 20-25 mètres qu'on appelle le longship, pas le drakkar, attention, tous mes collègues en parlent déjà, je ne vais pas revenir là-dessus. L'idée, c'est que ce longship, il peut descendre très bas dans les fleuves, et aussi les remonter. Donc les mecs se tapent pas la remontée avec le bateau sur le dos. Ça leur permet de faire des assauts très rapides par bande de 100-150 à des endroits où les Francs et les Saxons s'attendent pas vraiment à leur arrivée. L'idée, c'est qu'ils peuvent attaquer d'un coup, faire des petits pillages, prendre les églises de cour et il remonte, ok? Donc ça, c'est très important. Il y a une pression psychologique sur les populations qui est importante. En plus, il y a une dimension religieuse. Les Vikings sont des Nordiques, des païens pour les peuples chrétiens qui sont installés. Donc ça fait une espèce de guerre des religions où la religion nordique est souvent attribuée à l'antéchrist de l'époque. Ça, c'est important de noter. C'est des points qui sont sur place. En parlant de cette religion, ce qui montre aussi une supériorité militaire des Vikings, c'est souvent le fanatisme religieux. On va dire que pour le Viking, il est important de mourir au combat. Il est hors de question de mourir chez lui, avec ses petits-enfants qui courent autour de la maison, la femme qui fait la popote, petite référence à ça. Hein, quand même. Donc l'idée, c'est de mourir au combat. On le voit d'ailleurs dans cette scène de la série Viking, ce Viking veut impérativement mourir au combat. Donc il y a un engouement religieux, et aussi on va voir plus tard autour de certaines figures emblématiques comme Ivar, Ragnar, un engouement un peu plus culturel. On va se tourner autour, on va créer une culture, une identité viking. Le premier point que je veux aborder, et qui pour moi est très important, c'est l'économie basée sur les pillages, très certainement, mais elle est aussi basée sur autre chose. Elle est basée sur l'esclavage. Pour les Vikings, il est très important de piller de l'or, mais aussi de ramener des esclaves. Pourquoi? Plusieurs choses différentes. On a trouvé qu'il y avait un manque cruel de femmes dans la société viking, et vu que les Vikings étaient polygames, c'était très facile pour eux d'utiliser cette polygamie avec des esclaves.
William Fitzhugh, archéologue à la Smithsonian Institute, ajoute que les femmes esclaves sont concubines, font la cuisine et s'occupent de la maison. Aussi, on a trouvé un site suédois appelé Sanda. Des chercheurs ont retrouvé dans les années 90 un grand hall avec des petites maisons et les archéologues suédois pensent désormais qu'il s'agit d'une plantation viking ayant eu des esclaves comme manœuvre. Donc les esclaves sont aussi très importants dans l'économie du textile. Pourquoi le textile? Parce que ces grandes voiles qui servent à faire les pillages, il faut de la laine. La laine est très importante dans la production des voiles des navires, et c'est là où on a retrouvé des micro-fermes qui étaient uniquement en charge de la construction des voiles, et donc il y a un besoin de manœuvre dans ces plantations, qui rappellent un peu les plantations aux États-Unis, hein, légèrement c'est la même ambiance. Elise Naumann aussi, une archéologue de l'université d'Olso, a récemment découvert que les corps décapités et mutilés avec des mutilations physiques dans des tombeaux de vikings n'avaient pas de lien de parenté avec ceux qu'ils étaient enterrés. L'idée ici, c'est que ces esclaves ont servi au sacrifice pour permettre au passage vers l'au-delà, au Valhalla, des vikings. Donc les esclaves ont aussi une utilité de sacrifice dans la religion nordique. Un autre aspect totalement différent de la vie des vikings, c'est la place des femmes dans la société. Ce que nous apprend l'archéologie et l'analyse de nombreux ossements retrouvés, c'est que la morphologie des femmes vikings en dit long sur leur état de santé. Déjà, il est très dur de dissocier un homme d'une femme viking dans les ossements qu'on a retrouvés. Là, on a l'exemple du squelette de Birka, qu'on avait retrouvé dans les années 1887 et qu'on a pris pour le squelette d'un homme pendant des années et des années. Et en fait, ces dernières, en 2017, grâce à l'ADN, on a pu enfin savoir que c'était celui d'une femme. Il y a aussi les os, donc ça veut dire que la carrure de la femme est l'équivalent de celle des hommes. Pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, à part dire que la femme, c'est une grande gaillarde, et etc. Mais surtout, ça prouve que l'alimentation de la femme est bonne. Aussi, dans les ossements des dents qu'on a retrouvés des femmes vikings de l'époque, on a pu s'apercevoir que les mailles étaient aussi usées que celui des hommes, ce qui prouve que la femme a accès à une alimentation variée, et contrairement aux autres femmes d'Europe, avait aussi accès à une nourriture qui était relativement bonne et saine. Il n'y a donc pas de malnutrition chez les femmes vikings, ce qui prouve que leur statut social et hygiénique tendait à être proche de celui des hommes. Liselott Harvig, elle est anthropologue du département de la médecine légale de l'université de Copenhague et elle avance qu'il est très difficile de déterminer si c'est un homme et une femme. Exemple, la guerrière de Birka. D'ailleurs, elle avance que les femmes, d'après ses recherches, mesuraient en moyenne 1m58, ce qui est énorme pour l'époque, et étaient beaucoup plus musclées que les femmes qu'on a aujourd'hui, notamment parce qu'elles effectuaient des tâches très physiques. Maintenant qu'on a parlé un peu du corps des femmes vikings, il faut savoir que les femmes vikings jouissaient de droits assez inhabituels en comparaison des autres femmes de l'époque et d'autres civilisations du Moyen-Âge. Elles pouvaient se battre, posséder une propriété, récupérer leur dot, divorcer. Elles pouvaient même choisir leur mari, leur deuxième mari. Attention, il y a toujours des mariages arrangés, mais après le divorce, elles ont le choix du mari avec qui elles veulent aller. Il ne faut pas non plus désacraliser la place de l'homme dans le monde viking. On sait notamment que les femmes avaient une réelle influence sur les hommes et dans leurs choix. D'ailleurs, on va dire que la série Viking montre assez bien cet aspect. Hein. Elle montre assez bien que Lagertha a un poids assez essentiel dans son couple et dans sa vie et dans les choix qu'elle fait. D'ailleurs, quand les hommes sont morts ou partis au combat, ce ne sont pas les fils aînés, comme dans la plupart des sociétés du Moyen-Âge, qui sont à la tête de la famille, mais ce sont les femmes veuves. Voilà. Les femmes étaient aussi enterrées avec leurs anneaux et leurs bijoux. Ce sont les symboles du pouvoir de la maison. Donc, elles ne sont pas mises sur le côté et ne sont pas forcément sous l'influence totale des hommes. Elles ont aussi leur poids à dire dans la société viking. Pour le côté militaire, on connaît tous les Shinemander, des femmes dévouées au combat qui s'habillent comme des hommes. Elles se sont notamment beaucoup illustrées dans la bataille de Bravelir, où un groupe de 300 femmes s'était entretué. Le mythe des Valkyries, donc on connaît tous ces Valkyries, notamment avec Wonder Woman dernièrement, a énormément participé à l'image des femmes vikings dans le monde viking.
Elles sont très différentes des femmes en France et en Angleterre qui n'ont pas le droit de se battre et qui bien souvent ne prennent que les armes en cas de nécessité. C'est un honneur pour la plupart des femmes de mourir au combat comme les hommes. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous êtes passionné du monde viking, je vous encourage bien sûr la série Viking, que tout le monde connaît sans doute. Il y a aussi The Last Kingdom qui montre le conflit entre le monde saxon et anglais, mais c'est un peu plus tard dans l'histoire chronologique. Et si vous voulez vous marrer un peu, il y a toujours cette série qui est un peu formidable. L'idée, c'est surtout de se marrer. Là, il n'y aura pas d'historique, c'est que de la grosse blague. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un essai vidéo pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'était la première fois que je le faisais. Vous n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos suggestions, et etc. Ça sera toujours un plaisir de revoir ça, et si ça vous plaît, d'en faire d'autres, et d'améliorer le contenu que je tente. Je vous remercie à tous d'être allés jusqu'à là, ceux qui sont déjà là, déjà vous êtes balèzes. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, allez, ciao.